je m'appelle David, j'ai 26 ans et je tiens un blog sur internet. Bonjour David, comme beaucoup de personnes avant toi, je t'ai demandé de choisir des mots qui pourraient te définir. Est-ce que tu pourrais nous les citer? J'ai choisi trans sur roulette et blogueur militant. Trans pas du tout parce que je l'utilise au quotidien. Blogueur non plus parce que même si j'ai pas assez d'assurance pour dire que je suis blogueur, c'est un fait. Je tiens un blog donc de fait je suis blogueur. Ce qui a été plus dur c'est trouver un mot ou une expression pour parler du handicap. Parce que le mot handicapé ça fait peur, ça veut tout et rien dire à la fois. Et en plus de ça, pour moi, mon handicap à moi se limite à mon fauteuil en fait. Donc du coup, j'ai choisi cette expression-là parce que je trouve ça un peu marrant, je trouve que ça dédramatise un peu le truc et que ça définit la façon dont moi je le vis en fait. J'ai un peu hésité quand même. Je suis handicapé, c'est un fait. Mais après, je le vois au quotidien, c'est un mot que les gens osent pas utiliser et que moi j'utilise pas. Et en fait, comme tu m'as demandé de choisir des mots qui me définissent, j'allais pas là pour la vidéo choisir un mot que j'utilise pas moi au quotidien. Quand je dois dire à quelqu'un qui ne le sait pas, je lui dis pas je suis handicapé, je lui dis je suis en fauteuil. Que je le veuille ou non, le fauteuil il fait partie de ma vie donc c'est comme ça. Alors tu nous as expliqué ce que signifiait pour toi sur roulette et blogueur. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton identité trans? Il y a peut-être sur la chaîne des personnes qui ne connaissent pas. Je suis trans FTM, donc j'ai été assignée fille à la naissance. Je suis pas née dans le bon corps au départ, j'ai corrigé ce que j'estimais qu'il y avait à corriger quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la place que tu occupes dans la société en rapport avec tes différentes identités? On m'a fait ressentir que j'occupais la place de quelqu'un d'handicapé dans la société. On vit dans une société validiste. Et c'est pas une identité qui est facile parce que c'est une identité qui est perclue de stéréotypes. Je trouve même plus que mon identité de genre et des stéréotypes beaucoup plus violents. Enfin en tout cas que moi je vis beaucoup plus violemment. Pour ce qu'est d'être trans aujourd'hui, comme j'en suis à un stade où en fait je considère ma transition comme étant terminée. Enfin moi j'ai fait les travaux qu'il y avait à faire. Je le vis pour moi, enfin, moi je sais que je suis trans, je milite et j'en parle, mais après, dans la vie de tous les jours, c'est plus quelque chose qui se voit, donc en fait c'est plus quelque chose que je subis au quotidien en fait. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Je me considère comme étant féministe parce que j'ai vécu les discriminations qui sont faites aux femmes en général. Ça je l'ai vécu avant ma transition, de par le corps que je pouvais avoir à ce moment-là. J'essaye de faire attention en fait et d'éduquer un peu autour de moi tout ce qui est l'humour oppressif, ce genre de choses-là. Parce que je l'ai vécu et qu'aujourd'hui je le vis plus, mais je veux pas le faire subir à qui que ce soit. Est-ce que tu voudrais bien partager avec nous un peu de ton vécu trans? Je peux pas parler de ma transition sans parler du Québec en fait, parce que j'ai commencé ma transition là-bas. Je suis parti un semestre d'études là-bas et en fait c'est là-bas que j'ai eu le trop plein de c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Socialement j'ai fait mon changement de prénom là-bas, il n'y a pas eu de problème, on m'a jamais mégenré, ils m'ont toujours soutenu. Le handicap a joué un rôle dans la transition dans le sens où je pense que si je n'avais pas été handicapé, j'aurais sûrement transitionné plus jeune. Parce qu'en fait j'avais un mal-être dans mon corps au départ. C'était facile de me dire oui mais je vais pas bien dans mon corps parce que je suis handicapé, donc il y avait tout un tas d'acceptation à faire, de deuil à faire, de travail sur soi à faire, d'accepter d'être hors de la norme de manière visuelle parce qu'un fauteuil électrique on peut difficilement passer à côté. Et une fois que ça a été réglé, le mal-être il était toujours présent et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur mon identité de genre et que j'ai compris en fait que j'étais trans. Et là j'ai remis les pièces du puzzle en place et j'ai fait ce que j'estimais nécessaire à ce moment-là. Si j'avais une chose à dire, c'est que faut pas hésiter à demander de l'aide quand on sent que ça va pas. Aller vers les associations, vers quelqu'un en qui on a confiance et qu'on sait un peu ouvert d'esprit. Moi j'ai eu de la chance d'avoir des personnes de la communauté LGBT dans mon entourage que je savais ouverts à la question trans, qui l'étaient pas forcément. Ce sont ces personnes-là qui m'ont aidé en fait, beaucoup. Donc en fait faut pas hésiter et faut pas se dire qu'on est seul parce qu'en fait même si on a cette impression-là de solitude intense, en fait on l'est pas. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou de plusieurs coming out que tu as fait à ce moment-là? J'ai fait 2 coming out. J'ai fait un premier coming out d'orientation sexuelle en tant que lesbienne, où je le vivais bien. Comme je dis souvent, j'aimais bien ma période goudou. C'est une identité que j'aimais bien, qui m'a fait comprendre pas mal de choses, qui a réglé pas mal de mal-être, mais ça allait toujours pas. Après, j'ai fait un coming out
trans. C'est pas moi qui ai fait mon coming out. Ma tante est venue me voir au Québec. Avant qu'elle arrive, je lui ai dit écoute, j'ai quelque chose à te dire. Là-bas, c'est David et voilà. Et en fait, elle est entrée en France et je lui ai demandé et je l'ai autorisée à faire mon coming out à ma place. Entre guillemets. Si je peux, je vais raconter un coming out un peu drôle pour dédramatiser un peu la situation. Un coming out, du coup, sur mon orientation sexuelle, j'étais avec une amie, on faisait les magasins. On était à moitié à poil dans une cabine d'essayage. Et là, je lui ai dit, au fait, j'aime les filles. Et là, elle était à moitié à poil dans la cabine. Je l'ai vu horrifiée me dire je suis pas ton genre au moins, panique pas, je ne vais pas te sauter dessus dans la cabine d'essayage. Donc, faut choisir l'endroit et le moment aussi. Mais faut surtout se sentir en sécurité en fait. Ouais, faut jamais faire un coming out quand on se sent pas prêt, quand on se sent pas safe à le faire. Est-ce que tu peux nous parler de tes roulettes? Est-ce que je pouvais amener mes roulettes? J'ai un très beau modèle 6 roues qui va partout, tout terrain. Génial, avec un porte-gobelet. C'est un outil. En fait, pour moi, c'est pas plus que ça. C'est mes jambes. Voilà, ça compense physiquement ce que je peux pas faire, mais ça s'arrête là. Une fois que je suis chez moi, ou que je suis avec des amis, ou que je suis, enfin même quand je suis dans mon fauteuil d'ailleurs, ça peut paraître bizarre, mais oui, je les oublie en fait. C'est un mode de transport, c'est un véhicule, et en plus on me dit souvent que j'ai tendance à les faire oublier aux autres, à tel point qu'il y a une année où il y a une de mes amies, on discutait de l'hiver et qui m'a quand même proposé est-ce qu'on allait faire du patinage, et je lui ai dit mais c'est pas possible. Et là, elle me dit pourquoi c'est pas possible? Regarde, moi je peux pas faire du patinage. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc en fait, voilà, mes roulettes, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'elles sont là sans être là. Tu dis que toi et tes proches avaient tendance à les oublier, mais il y a peut-être d'autres personnes qui, elles, ne les oublient pas. Ah non, la société ne les oublie pas et la société me les rappelle régulièrement et pas de manière sympathique quoi. Il y a les lieux où je peux pas aller, il y a le regard des autres, j'y fais plus attention. Mais en fait, les gens qui tiennent à moi, ils y font attention pour moi. Eux le voient et eux ça les blesse, mais moi plus en fait. Il y a des situations où quelqu'un qui va être avec moi va se mettre en colère parce qu'on m'a mal regardé. Mais moi je vais même pas m'en être rendu compte. C'est de l'auto-stigmatisation intégrée et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas normal qu'il y ait des endroits où je puisse pas aller, que c'était pas normal qu'on m'infantilise complètement. Parce qu'en fait, c'est ça, les gens sont bouffés de stéréotypes. Pour eux, quelqu'un handicapé, c'est quelqu'un de totalement dépendant, qui a un handicap total, c'est-à-dire à la fois physique et intellectuel. Il y a des gens pour qui c'est le cas, mais moi pas. Et du coup, il y a une expérience simple à faire, c'est-à-dire que une personne en fauteuil, une personne valide vont aller dans une boutique. La personne de la boutique va forcément s'adresser à la personne valide. Même si on va faire les boutiques pour moi on me parle pas. C'est mais qu'est-ce qu'il veut? Non mais en fait, il est capable de vous répondre et vous dire ce qu'il veut. Je suis là. Les gens, soit vont trop me voir et vont me le faire sentir, ou vont me faire sentir que j'ai pas ma place dans l'espace public. En fait, c'est ça, le handicap n'a pas sa place dans la société en France, dans l'espace public. L'espace public n'est pas adapté, que ce soit aux personnes en fauteuil, que ce soit aux personnes malentendantes, aux personnes non-voyantes. Et on nous fait bien sentir que, c'est mieux de rester chez nous quand même, parce que prendre les transports quand il pleut, vaut mieux éviter parce que ça dérange un agent RATP quoi. Bah oui, mais on peut être handicapé et avoir des impératifs. La société elle l'oublie pas et par contre elle aimerait bien l'oublier, c'est-à-dire qu'il faut se satisfaire du strict minimum. Sauf que si, on a le droit à plus. Ça c'est Margot qui m'a aidé à le comprendre. Parce qu'en fait quand je suis tombée sur ces vidéos, c'est elle qui m'a aidé à comprendre que, en fait, je connaissais pas le principe de validisme. Parce que pour moi c'était tellement intégré qu'en fait c'était normal. Et que oui, c'était à moi de m'adapter à la société et pas l'inverse. Et en fait, grâce à Margot, j'ai compris que, en fait, non, ça devrait être l'inverse. C'est juste un choix que la société ne fait pas de s'adapter. Mais en soi, elle devrait le faire. Oui, on a le droit d'être en colère et oui, on a le droit de revendiquer plus. Est-ce que c'est justement pour parler de tout ça que tu as eu envie d'ouvrir un blog ou est-ce que c'était pas lié? En fait, ce qui m'a décidé à ouvrir un blog, c'est un événement bien précis. En fait, c'est un ras-le-bol. C'est-à-dire que mon ancien modèle de fauteuil, j'avais plein de soucis dessus, en fait, de soucis techniques. Tout le temps. Et en fait, je râlais. Mais je râlais en famille, je râlais avec les amis, je râlais quoi. Et on m'a dit, râle, mais râle publiquement. C'est pas normal. Donc oui, t'as le droit, parle-en, écris. Montre aux gens ce qui se passe, montre ta réalité en fait. Il y a eu ça, il y a le fait d'écrire, j'y pensais depuis longtemps. J'ai des amis au Québec qui n'arrêtaient pas de me dire il y a sûrement d'autres gens qui doivent se sentir seuls parce qu'ils sont aussi queer et handicapés et ils se sentent peut-être un peu perdus parce qu'ils ont ces deux identités-là à gérer. Donc pour ces gens-là, tu devrais écrire. On n'a pas notre place dans les lieux publics,
Mais Internet, c'est un lieu qu'on peut investir parce qu'il n'y a pas de problème d'accessibilité sur Internet, quoi. Et donc ce blog, tu le fais avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Je le fais avec Marie, ma meilleure amie. Je me voyais pas gérer ça tout seul et puis ça a été une évidence de le faire avec elle. Parce qu'elle aussi, elle a pas un parcours commun. Elle est handicapée et elle est lesbienne. On est souvent d'accord, mais on n'a pas forcément la même façon d'exprimer les choses. Et on est un peu complémentaires, donc du coup, c'est pour ça qu'on le fait ensemble, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'accueil qui est fait aux personnes handicapées ou plus spécifiquement en fauteuil te concernant dans les espaces LGBT? Ça va être très vite résumé. Pour pouvoir être accueilli, il faut déjà pouvoir rentrer. Il y a très peu de lieux queer, du moins sur Paris, qui sont accessibles. Et quand le lieu l'est, les WC ne sont pas forcément. C'est toute une organisation, quoi. Les seules fois où je l'ai fait, on se sent un peu seul. En tout cas, moi, je me suis senti un peu seul. Parce que je rentre dans un bar, par exemple, puis je rentre et puis tout le monde se retourne parce que j'ai fait un bruit d'enfer. Puis on a à moitié cassé la porte parce qu'il fallait faire passer le fauteuil, quoi. Donc je deviens un peu pas l'attraction, mais je pense pas que les gens dans les lieux LGBT ils croisent des personnes en fauteuil tous les jours. Et donc que c'est intégré pour eux qu'on peut être queer et avoir un handicap, visible ou non d'ailleurs. Parce que la sexualité, l'orientation sexuelle et le genre des personnes handicapées, c'est tabou, quoi. Le corps handicapé, il n'est pas sexualisé du tout. De base, on ne se dit pas qu'une personne handicapée puisse avoir une vie sentimentale et ou sexuelle. Dans un raisonnement cis hétéronormé, mais alors après, sortir de là, se dire que oui, un corps handicapé peut être romantisé ou sexualisé, machin, et qu'une personne handicapée peut se poser des questions sur son genre, oulala, là c'est trop demandé à la société là. Ça fait beaucoup à intégrer d'un coup, je pense. Donc même si oui, les endroits LGBT sont peut-être un peu plus safe pour les personnes en fauteuil, ça reste des endroits où je me sens pas forcément... Je suis pas mal accueilli, mais je me sens toujours comme l'exception, entre guillemets, quoi. Le seul endroit où j'ai vraiment senti que c'était complètement safe, c'est le fameux pique-nique de Margot et de Cordelia, du coup, où là il y avait les deux. Et donc du coup, c'était complètement safe, et d'un point de vue de l'identité de genre, et d'un point de vue du handicap, quoi. Donc c'est un peu compliqué à gérer, ouais. C'est pour ça que j'ai choisi Internet d'ailleurs. Parce qu'au début, je voulais militer dans une association. Mais en fait, je me suis rendu compte que d'un point de vue technique, c'était pas possible. Parce que les associations qui m'intéressaient, les locaux étaient pas adaptés. Donc je pouvais pas militer comme je voulais. Et j'ai choisi Internet parce que là, il n'y a pas de problème d'accessibilité, quoi. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples un petit peu concrets de difficultés que tu peux rencontrer au quotidien en tant que personne trans et en fauteuil? L'avantage, c'est que le handicap m'a protégé de la transphobie. C'est mon point de vue, hein, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, et je parle que pour moi. Mais moi, j'ai eu cette impression-là parce qu'en fait, comme le regard des gens, il est porté sur le fauteuil, surtout que je l'ai choisi pas forcément discret, j'ai choisi rouge pétant, voilà, on peut pas vraiment me rater, quoi. Leur regard se focalisait là-dessus, quoi. Donc le fait que j'ai pas un bon passing à l'époque, les gens s'en foutaient parce que j'étais handicapé et qu'ils ont dû, je pense, pour la plupart, penser que ça faisait partie de ma pathologie, en fait. J'avais la naïveté de penser que le corps médical, dans son ensemble, était formé à ces questions-là, en fait. Savait comment s'adresser à un patient trans sans le mégenrer, savait ce qu'était, déjà, au départ, le fait d'être trans, et en fait, pas du tout. J'ai un ami en médecine qui m'a dit que ça faisait 3 lignes, la transidentité dans un bouquin. Et donc j'ai appris à mentir, parce qu'on me demande souvent les interventions que j'ai pu subir. Donc je ne parle que des interventions dues à mon handicap, je ne parle que des interventions orthopédiques. Parce que ça m'est arrivé une fois de vouloir être honnête avec une médecin, c'était la médecin du travail, et je lui ai dit que j'avais subi une double mastectomie et une hystérectomie. Elle était perdue. Ah bon, mais pourquoi, mais du coup, mais en fait, je savais pas que dans votre sens ça existait. Sa phrase, ça a été ça. Donc j'ai dû lui expliquer, c'était chouette. En fait, j'ai appris à mentir. Je parle pas des opérations, du traitement. L'avantage c'est que la testostérone, vu que j'ai le handicap, les gens ne pensent pas que c'est dû à une transition ou à quoi que ce soit d'autre. Ils mettent ça sur le dos du handicap, donc ça c'est relativement pratique. Et c'est pas bien de mentir à un médecin.
Mais je mens parce que sinon je me retrouve dans des situations où le médecin ne comprend pas, il sait pas, il connaît pas, et j'ai pas forcément envie de faire l'éducation du corps médical, et donc voilà, et ça c'est une grosse lacune. Lorsque tu as été en contact avec le corps médical pour tout ce qui était de l'ordre de la transition, est-ce que le handicap a joué un rôle, a été un problème ou quoi que ce soit? Non, ça n'a pas été questionné du tout. Bon après, j'ai choisi mes médecins moi-même. J'avais peur au début de ne pas avoir accès aux opérations. J'avais peur qu'ils estiment que c'était pas faisable, en fait, d'un point de vue de ma santé, alors qu'en fait si. Mais ça c'était juste moi qui avais cette peur-là. Après, ça n'a pas été questionné du tout, mais c'est vrai que, en fait, ils étaient impressionnés par ma façon de me remettre des opérations. Parce que je me suis très bien remis et de la mastectomie et de l'hystérectomie. Parce qu'en fait, c'est les opérations les moins lourdes que j'ai subies. Donc c'était de la gnognotte par comparé au reste. Donc en 2 jours, j'étais debout avec mes draps autour du cou quand même. Donc ça, ils étaient un peu impressionnés. Ouais. Mais sinon, non, ça n'a jamais été questionné. Parce que je pense qu'ils étaient plus ouverts d'esprit que l'inverse. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la société? Oula. C'est un gros chantier, mais... M'élire président. Non, je plaisante. Quoique, si ça vous intéresse. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà que le handicap ait beaucoup plus de visibilité. Parce qu'en fait, quand on y pense, bien sûr qu'il y a des discriminations queer. On en parle plus maintenant. Il y a beaucoup de films. Il y a Pride. Il y a le film sur Act Up qui va sortir. Il y a des films, il y a des associations. Il y a la marche des fiertés. Il y a quand même une médiatisation qui se fait. Le handicap, peanuts. Hein. Or que ça existe. Aux États-Unis, il y a des marches des fiertés pour personnes handicapées, malades. On leur donne accès à l'espace public. Et on leur donne le droit de revendiquer leurs droits. Ce qui est quand même la base d'une marche de fierté au départ. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc déjà, il y a un gros travail à faire culturellement sur la visibilité du handicap en général. Parce que ça, malheureusement, en France, c'est culturel. Mais ça, malheureusement, historiquement, Marie vous en parlera mieux que moi. Par rapport à tout ce qui est transidentité, je me prononcerai pas trop aujourd'hui parce qu'en fait, moi, j'ai fait ma transition avant que la loi passe. Donc aujourd'hui, je sais pas vraiment ce qu'il en est. Et si effectivement cette loi est mise en application et si effectivement ça facilite les choses. Mais de toute façon, ça reste insuffisant. Mais c'est vrai que moi, je ressens quand même beaucoup plus de discrimination d'un point de vue de mon handicap en fait. Pour donner un exemple concret, quand je m'étais renseigné au moment de mon changement d'état civil auprès de mon avocate, des démarches à suivre pour avoir un enfant. Elle m'avait expliqué qu'il y avait toute une démarche à faire. Enfin, si j'étais avec une femme, comme je retombais dans un couple hétérosexuel, il n'y aurait pas de problème pour avoir accès à la procréation médicalement assistée et tout ça. Sauf qu'en fait, elle m'a dit que voilà, il y a des entretiens avec un psychologue et tout ce genre de choses. Et elle m'a dit, mais le fait que vous soyez trans, ça posera pas de problème. Par contre, on vous dira non à cause de votre handicap. Parce qu'on estimera qu'un enfant ne pourra pas être en sécurité avec vous. Concrètement, c'est ça. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de discrimination du tout au niveau de la transidentité. Moi, c'est pas celle que je vis le plus au quotidien, quoi. C'est une question que les gens posent souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? Alors, ne pas poser de questions déplacées à une personne trans quand vous savez que la personne est trans. Ça se fait pas. On demande pas le dead name. On demande pas ce que la personne elle a ou pas dans son pantalon. On lui demande pas ce genre de choses. Ça ne se fait pas du tout. Même si vous connaissez la personne. On s'en fiche. Deuxièmement, on n'out pas une personne trans. Parce que si une personne a eu assez confiance en vous pour vous le dire, c'est pas pour que vous le répétiez à vos potes à vous qui sont pas forcément les siens. Et par rapport au handicap, c'est pas parce que vous avez l'impression qu'une personne a besoin d'aide qu'elle a vraiment besoin d'aide. Exemple concret, vous me verriez enfiler un manteau, vous penseriez que je vais pas y arriver tout seul. Alors qu'en fait si, c'est juste une technique un peu particulière. Mais on peut avoir l'impression de l'extérieur que j'ai besoin d'aide. On demande à la personne si elle a besoin d'aide. Et la personne, elle a le droit de vous dire non. Et s'il vous plaît, prenez pas les ascenseurs quand vous en avez pas besoin. Parce que c'est un peu chiant de devoir faire la queue pendant un quart d'heure à Nation pour prendre l'ascenseur. Parlez autour de vous surtout. Rien se fera sans l'éducation et l'information. Si chaque personne qui a plus de stéréotypes arrive à débarrasser une autre personne de ces stéréotypes, on va arriver à quelque chose de pas mal si on fait ça comme ça, quoi. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Le fait d'être utile. J'ai envie d'être utile. Parce que j'estime qu'il y a des gens, on m'a beaucoup donné, on m'a beaucoup soutenu, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes
extraordinaires dans ma vie qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont fait comprendre des choses, qui m'ont fait avancer. J'essaye de rendre ça au maximum en fait. J'essaie d'aider, j'essaie d'être utile, j'essaie d'éduquer un peu autour de moi, j'essaie d'informer un peu autour de moi aussi. Par ma façon, moi, de vivre mon handicap, de montrer que je ne suis pas un stéréotype. Et on est plein à ne pas être des stéréotypes. Ce qui me motive, c'est ça, c'est de me dire, ouais, aujourd'hui j'ai pris les transports et peut-être que ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser des enfants surtout, qui n'avaient jamais vu de fauteuil. Et c'est impressionnant pour un petit qui a 2-3 ans, un fauteuil électrique, c'est ouh. Et du coup, je m'amuse, je lui montre les phares, je lui montre les warnings, je lui explique comment ça marche. Et je me dis, peut-être que cet enfant, ça deviendra un adulte plus tard qui se dira, ah mais en fait, j'ai croisé une personne en fauteuil quand j'étais petit et cette personne, j'ai pu avoir une conversation avec et j'ai pu interagir avec. Et donc oui, on peut interagir avec les personnes qui sont handicapées. Quoi. Pourquoi est-ce que tu as voulu prendre la parole aujourd'hui ? Parce que dans mon parcours militant, si on peut dire, je me suis senti prêt. J'assume complètement qui je suis aujourd'hui. Et ça ne me dérange pas aujourd'hui, à visage découvert, de dire oui, je suis un homme trans en fauteuil et qui tient un blog. Voilà. Aujourd'hui, j'ai assez confiance en moi pour le dire. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui peuvent avoir les mêmes identités que toi, qui peuvent être trans, qui peuvent être handicapées, qui peuvent être sur roulette, ou qui peuvent avoir aussi envie d'ouvrir un blog ? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là ? Le handicap, c'est pas une limite, c'est quelque chose qui peut être beau. Et la transidentité aussi, c'est beau. La différence, c'est beau en fait. Enfin, je dis pas ça pour être bisounours et non, je n'ai pas consommé de substance avant de filmer cette vidéo. Mais c'est beau parce que si on était tous les mêmes, ce serait triste quoi. Oui, le handicap, c'est pas facile et on a des jours moins bien, on a des jours où on a mal et on a des jours où on est fatigué. Mais à côté de ça, ça va nous permettre de rencontrer des gens ou de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément osé faire ou qu'on n'aurait pas fait tout pour si on avait été valide. Et c'est pareil pour la transition quoi. Il y a un moment où je sais que c'est dur, qu'on se dit qu'on va faire de la peine à nos proches, que pour eux ça va être compliqué. Mais là j'ai qu'une seule phrase, c'est la phrase qu'un ami m'a dit au Québec. Et ce qui m'a décidé d'ailleurs à entamer ma transition, il m'a dit mais tu sais, le fait que tu transitionnes, tes proches ça va pas les empêcher de se lever le matin, de boire un café, d'aller travailler. Mais toi si tu transitionnes pas, si tu fais pas ce dont toi t'as besoin, toi ça va t'empêcher de te lever le matin. Donc fais-le. Il faut réussir à penser à soi. Et pour les gens qui veulent ouvrir un blog, faites relire vos articles avant de les publier. Merci beaucoup David pour cette longue interview très intéressante. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail. Le mail est dans la description. Et je vous invite bien évidemment à découvrir le blog de David et Marie. Je mettrai le lien également dans la description. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de la partager, de laisser un commentaire. Tout ça et à la prochaine.